19 enfants, 2 adultes ont été tués la nuit dernière dans une école primaire au Texas. Le tueur, un jeune homme de 18 ans, a été abattu par la police aux États-Unis ce matin. Les drapeaux des bâtiments publics seront mis en berne pour honorer les victimes. La tuerie relance évidemment une nouvelle fois le débat sur le port des armes aux États-Unis. Maureen Bajac. Après plusieurs heures d'angoisse, certains parents craquent, laissent échapper leur soulagement de retrouver enfin leurs enfants, pris en charge dans ce centre municipal de la ville, après la fusillade survenue dans leur école. Encore sous le choc, ils vont être entendus par la police pour déterminer ce qui s'est précisément passé dans cette école primaire texane. Pour le moment, l'enquête nous indique que le suspect a agi seul à travers ce crime haineux. Les familles sont en train d'être prévenues et nous allons leur fournir toute l'aide que nous pouvons leur apporter. Nous sommes à 130 km de San Antonio, au sud des États-Unis, quand un automobiliste provoque un accident de la route. Il abandonne ce véhicule à proximité d'une école primaire. Retrouvé par la police, il se précipite à l'intérieur du bâtiment. Il est 11h30. 500 écoliers sont en classe. L'homme ouvre le feu. Les victimes ont pour la plupart entre 7 et 10 ans. On pense qu'il a abandonné son véhicule et qu'il est entré dans l'école primaire Robb à Uvalde avec une arme de poing. Et il se peut qu'il ait également eu un fusil. Le tireur présumé est rapidement identifié par la police. Salvador Ramos, 18 ans, étudiant au lycée de la ville. Il s'en serait pris à sa grand-mère juste avant de se retrancher dans l'école. L'homme a été abattu par les forces de l'ordre. L'enquête devra désormais déterminer les causes de son passage à l'acte. L'un des plus meurtriers dans une école primaire aux États-Unis. Question ouverte à tous sur ce plateau. On a le sentiment que drame après drame, les mêmes images, les mêmes commentaires et quasi les mêmes déclarations des officiels totalement impuissants. C'est une répétition sinistre. Ça s'est passé il y a 10 ans dans le Connecticut, à Newton, où il y a plus de 20 enfants, des petits de 3 à 6 ans qui avaient été tués. Catherine Gentil avait été sur place. On était tous aux États-Unis sous le choc. On se disait, mais comment c'est possible? Et c'est les mêmes phrases. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut interdire la législation des armes à feu? Que va-t-on faire? Alors là, ça devient plus politique. C'est ça qui est intéressant. Il y a par exemple les démocrates qui sont, on l'a vu avec le sénateur du Connecticut, Chris Murphy, totalement effondré, encore une fois, en disant on vous supplie de faire quelque chose. Puis il y a les républicains, comme le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui vient de dire il faut mettre des gardes armés dans les écoles et il faut armer les professeurs. C'est un problème insoluble de la société américaine, une société complètement divisée, radicalisée, avec une partie qui veut des armes et une partie qui dit c'est plus possible, mais rien ne se fait. C'est un échec américain d'une certaine manière, parce que c'est répétitif. Catherine Gentil, vous étiez en effet présente aux États-Unis lors de la tuerie de Parkland, c'était en Floride en 2018, il y avait eu 17 morts et c'était le même scénario. Et c'était exactement la même chose, franchement c'est la honte de l'Amérique. C'est-à-dire que le fait qu'aucun pouvoir politique n'ait réussi à faire voter les lois nécessaires pour le contrôle des armements, en fait, parce que la NRA, qui est le gros lobby pro-armes aux États-Unis, subventionne justement les élus américains, il y aurait une décision très simple à prendre qui serait l'interdiction justement de la subvention des hommes politiques par les lobbies de l'armement. Ça paraît quand même assez facile parce que sinon, effectivement, c'est toujours l'excuse qu'on se trouve pour ne rien faire. Et à Parkland, c'était en 2018, le jour de la Saint-Valentin, c'était le même scénario. Un jeune assez taiseux qui d'abord s'en était pris à quelqu'un de sa famille et puis après effectivement avait tué ses enfants sans défense et c'était les mêmes déclarations, on a le cœur brisé. Il faut se souvenir que Joe Biden a été durant 8 ans quand même le vice-président de Barack Obama qui n'a pas fait plus. Il y avait eu à l'époque en 2018 des énormes manifestations à Washington, on y était ensemble justement pour dénoncer toutes ces tueries et au résultat, rien ne se fait. Et en plus, l'Amérique va devoir essayer de comprendre pourquoi les jeunes qui sont en perdition tuent des enfants. Ça se voit dans aucun autre pays. Enfin, des gens qui s'attaquent à des écoles, c'est inimaginable ailleurs. Donc là, je pense que si l'Amérique ne prend pas des décisions radicales comme interdire le financement des hommes politiques par le lobby de l'armement et puis s'intéresser quand même au sort de ces jeunes en perdition, ça va continuer à se répéter et c'est juste inadmissible. Il y en a un qui pourrait prendre des décisions, mais vous l'avez dit, il travaillait avec Barack Obama qui n'a pas fait grand-chose pendant son mandat, ses mandats même, sur les armes. Il a pris la parole hier, là aussi, les mots sont forts, mais derrière, y aura-t-il des actes? On se posera la question dans un instant, mais on va l'écouter.
Un autre massacre. Uvalde, Texas. Une école primaire. De beaux et innocents élèves de 2e, 3e et 4e année. Et combien de dizaines de petits-enfants qui ont été témoins de ce qui s'est passé, ont vu leurs amis mourir comme s'ils étaient sur un champ de bataille. Pour l'amour de Dieu. Je suis écœuré et fatigué. Ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage. Jean-Éric Brana, ce qui frappe, c'est l'aveu d'impuissance. Joe Biden qui dit « Quand allons-nous affronter le lobby des armes ?» Il est le président des États-Unis. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Oui, je crois que c'est un petit peu sévère de dire qu'il n'a rien fait, puisqu'il y a 10 ans pile, il y avait eu une autre tragédie qui ressemblait beaucoup à celle-là. C'était Sandy Hook. Et le président Obama l'avait chargé, lui, son vice-président Joe Biden, de monter une loi au Congrès, puisque on sait, Biden est un hyper spécialiste du Congrès et qu'il connaissait tout le monde, qu'il avait des gros réseaux. Et au bout de 4 mois, il avait jeté l'éponge en disant « c'est pas possible, on peut pas y arriver ». Et Obama avait dit « c'est un jour de honte pour l'Amérique », exactement les mots que reprenait Catherine Gentil. C'est structurel en réalité. Pour changer cela, il faut s'attaquer à un amendement aux États-Unis. Il faut comprendre ce que c'est qu'un amendement. C'est dans la charte du pays. C'est-à-dire la règle, la racine. Dans la racine du pays, il y a un mot qui s'appelle la liberté. Les Américains se sont battus pour la liberté. Et ensuite, pour passer de la confédération, qui était leur premier régime politique, à une fédération, c'est-à-dire un ensemble uni et unique, ils ont accepté une charte des droits, le Bill of Rights, qui a été votée en 1791, dans lequel vous trouvez en 2e amendement le droit de posséder une arme. Et les Américains sont attachés à ces libertés, à ces droits, parce que c'est justement le fondement de leur démocratie. Très difficile à comprendre pour nous, mais ils ne sont pas attachés à la possession d'une arme, ils sont attachés au droit d'avoir le droit de posséder une arme. C'est complexe. Il n'y a que 27% d'Américains qui ont une arme, mais ils sont 80%, vous entendez ce chiffre, à ne pas vouloir que ça change. Or, même si on coupait les financements venant de la NRA vers les politiques, on a ces 80% d'Américains qui sont en faveur de la possession d'une arme. Donc 80%, mais c'est au-delà des clivages démocrates-républicains. C'est exactement ça. Oui, non, mais Jean-Éric, ils sont quand même, dans les 80%, il y a beaucoup de gens qui sont pour que ce soit encadré. Je termine mon propos. Voilà. Non, ils ne sont que 52% à vouloir un encadrement. Là-dessus, on a également des chiffres. Sous Trump, c'était monté à 67%. C'est l'organisme Gallup qui regarde tout ça de très près. Mais en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on a... j'ai perdu dans mon propos, pardon. Non, qu'il y a 80% des Américains qui sont attachés au fait de pouvoir posséder une arme. Je voulais terminer, puis je me suis perdu. Excusez-moi, je reviendrai plus tard. Marie, sur le terrain, vous étiez aux États-Unis, avec Catherine notamment. Vous les avez rencontrés à la fois, on les écoutera d'ailleurs tout à l'heure, ceux qui possèdent des armes, mais également ceux qui ont eu à souffrir des armes, comme ces parents, justement, d'enfants tués hier. Et ils disent quoi? Ils sont aussi partagés? Alors moi j'étais à El Paso au Texas en août 2019. Un jeune Américain était rentré dans un supermarché Walmart et a fait 20 victimes. On voit les victimes en effet août 2019. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'à chaque fois, à chaque tuerie de masse, le débat est relancé sur le port d'armes. Mais les gens que vous rencontrez, il y avait évidemment beaucoup de tristesse, des scènes que l'on a revues encore cette nuit, mais relancer ce débat relance aussi dans la tête des gens qui sont aujourd'hui partisans du port d'armes aux États-Unis, attachés à ce droit inscrit dans la Constitution. Moi, j'avais rencontré des gens et ça m'avait fasciné de se dire il va falloir qu'on aille finalement faire nos courses parce que potentiellement, ce droit-là pourrait être limité dans les jours ou les mois à venir avec de nouvelles législations. Et j'avais trouvé ça particulièrement sidérant dans la pensée de certains Américains de se dire il vient de se passer un drame et on se surarme. On se surarme pour d'abord se défendre et potentiellement parce que de nouvelles législations pourraient nous empêcher de nous armer. Alors, Jean-Éric Brana, je vais vous faire réagir, mais simplement, on va écouter une séquence assez poignante, celle d'un sénateur démocrate, Chris Murphy, qui a littéralement imploré ses pairs, ses collègues, de faire changer les choses. Écoutez, on réagit après. Je suis ici dans cette salle pour supplier, pour littéralement me mettre à genoux et supplier mes collègues. Trouvez un moyen d'avancer. Travaillez avec nous.
pour trouver un moyen d'adopter des lois qui rendent ce genre de situation moins probable. Vous étiez... Mais c'est intéressant de voir Chris Murphy parce que c'est le sénateur du Connecticut et Connecticut c'est l'État où il y a eu la tuerie il y a 10 ans en décembre 2012 de cette école, Sandy Hook, qui pour Barack Obama, et il le disait lui-même, a été le pire jour de sa présidence. Et ce qui est très intéressant, c'est que Chris Murphy c'est un démocrate, on dit d'ailleurs qu'il a des ambitions présidentielles pour 2024, il répète avec les mêmes mots et avec son cœur, mais c'est terrible, on n'a rien fait parce que finalement ça s'est passé il y a 10 ans dans ma ville du Connecticut et maintenant ça se passe encore. Ça a été quelqu'un qui a fait énormément pour consoler les familles. Tous les gens qui ont suivi ce genre de massacre, de tuerie sont absolument traumatisés par comment parler à des parents qui ont perdu leurs enfants, qui sont tués par des gens très jeunes. Et donc il y a 3 problèmes à mon sens dans cette histoire. Il y a évidemment le problème de la législation sur les armes à feu. Et on n'arrête pas sur les plateaux de télévision, sur le terrain, de répéter toujours les mêmes choses. Et encore une fois, l'Amérique est divisée. Le deuxième problème, c'est le problème de ces enfants qui tuent d'autres enfants, qui posent une véritable interrogation sur l'identité de la crise de la société américaine. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, la troisième chose, c'est véritablement un problème de division, de radicalisation, avec 2 Amériques qui ne se supportent plus et qui vont réagir complètement différemment sur cette tuerie, encore une fois, là-bas. Au Texas, on a vu d'ailleurs Greg Abbott, le gouverneur. Pour rappel, il y a 1 an environ, le Texas a quand même autorisé le port d'armes à feu en public, sans permis, sans aucun... Mais ce qui est intéressant, très rapidement, c'est que Abbott, là, qui est le gouverneur du Texas, fait un tweet en disant « Ah bah nous, on vend moins d'armes qu'en Californie ». Et il fait ça aujourd'hui. C'est complètement fou quand même qu'un gouverneur du Texas fasse un tweet en étant dans la compétition. Bah nous, au Texas, on a moins d'armes qu'en Californie. On était en campagne électorale, s'il ne faut pas oublier qu'on votait hier au Texas et que ça allait là-dedans. D'ailleurs, Ken Paxton, qui est le ministre de la Justice, on va dire, du Texas, a été réélu en rappelant qu'il n'y aurait aucune législation sur les armes. Au Texas, c'est très particulier. Souvenez-vous, sous Perry, c'est-à-dire avant Abbott, il y avait déjà ce débat pour pouvoir avoir une arme dans sa voiture et la législation avait avancé. Puisque la parole, juste un petit mot, je voulais, en complément à ce que disait Marie Chantrey tout à l'heure, ce qu'on doit comprendre dans les États-Unis, c'est qu'il y a 2 Amériques, celle qui veut plus de fédéral, plus de gouvernement unique, et celle qui veut que les États décident. Et en réalité, la question des armes, c'est exactement la cristallisation de cette question. La NRA défend l'idée qu'il y a le 10e amendement qui interdit à l'État fédéral de légiférer pour tout le monde, et c'est pour ça que ces élus au Congrès sont arc-boutés sur l'idée qu'il ne faut rien faire, parce qu'ils veulent laisser le pouvoir aux États, donc à Greg Abbott et aux autres sur place. Et dans certains États, c'est vrai que la majorité conservatrice ne veut absolument rien changer, voire libéraliser particulièrement cette question des armes. Catherine. Mais je pense que c'est difficile en France de le comprendre parce qu'on a une vision justement des armes qui est diamétralement opposée. C'est-à-dire qu'en France, ça représente un danger, les armes, alors qu'aux États-Unis, pour un certain nombre de personnes, ça représente un moyen de se défendre. Et souvenez-vous que quand il y a eu l'attaque contre le Bataclan, ça avait choqué quand même la France entière. Il y avait un certain Donald Trump qui avait dit « Mais si les gens avaient été armés justement dans la salle, ils auraient pu tuer les terroristes et l'affaire aurait été réglée. » Donc ce qui était évidemment... une prise de parole qui avait choqué, qui avait énormément choqué. Oui, il avait imité les tirs, etc. Donc il faut... Ce qui n'aurait pas choqué aux États-Unis. Et aux États-Unis, justement, de la même manière, notamment au Texas, ils avaient décidé d'armer les professeurs ou les personnes travaillant dans les écoles. Alors l'idée était de ne pas révéler leur identité, justement, pour qu'un potentiel tueur ne puisse pas savoir que c'était le professeur de mathématiques ou la dame de la cantine qui était armée et qui suivait un entraînement. Parce que sinon, évidemment, il suffisait de tuer l'adulte en question pour ensuite assassiner les enfants. Mais ce n'était pas l'idée de mettre des détecteurs de métaux à l'entrée des écoles ou de dire justement on arrête, il faut qu'on trouve vraiment un moyen de limiter la circulation des armes dans ce pays. C'était armons-nous encore plus pour pouvoir tuer les méchants. Donc c'est vrai que pour le regard d'un Français, c'est difficile à comprendre. C'est intéressant ce que Catherine dit parce qu'on a tous été ici sur ce terrain américain et c'est vrai que quand vous êtes sur le terrain... Le rapport aux armes aux États-Unis, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Moi, je me souviens qu'à l'époque, mais c'était il y a très longtemps, il y a Bernard Benjamin, qui était un reporter qui travaillait pour France 2, qui avait fait un sujet absolument incroyable où on voyait des Américains, le dimanche, aller jouer sur des chars, tirer avec des canons
Et il disait, c'est normal, on aime les armes. Il y a un amour des armes dans une partie de la société américaine. Et puis ensuite, en ce moment, dans cette société radicalisée, il y a une surenchère des armes. Je parle sous votre contrôle, Jean-Éric, mais il y a, paraît-il, en Virginie, lorsqu'on fait une étude, et il y avait une étude qui avait été faite avant l'élection présidentielle, combien d'armes y a-t-il par foyer en Virginie? Et c'était 5 à 6 armes à feu par foyer, par maison. Et donc, si vous êtes dans votre petite maison sans une arme et que vous êtes entouré de gens qui ont des armes, vous pouvez aussi vous interroger, est-ce que je dois m'armer pour me protéger contre tous les voisins? C'est très complexe. Et on se souvient, sous Barack Obama, quand il y avait eu justement cette tuerie, il avait émis l'idée d'arrêter les armes automatiques, et notamment de dire que tous ces fusils souvent issus de l'armée américaine, seraient semi-automatiques. Et je crois que dans la journée, il y a eu plus de 25 ou 30% de ces Américains qui se sont dit on va aller vite en acheter parce que si jamais on nous interdit d'en avoir, ce sera absolument pas possible. C'est le phénomène que je décrivais après la tuerie d'El Paso. En effet, tristesse sur place, mais j'ai rencontré des Américains dont la réflexion était celle-ci. Se surarmer, s'armer à nouveau parce que potentiellement une législation nouvelle pouvait intervenir restreignant l'achat d'armes à feu. Donc c'est ce que disait aussi Laurence Naïm, ce qui est fascinant. J'ai essayé, alors le sujet n'a pas pu aboutir, mais sur ces influenceurs très présents sur Instagram qui font démonstration de leur fusil d'assaut AK-47 qui posent tels des nouveaux héros du 21e siècle, c'est aussi fascinant parce que c'est un état d'esprit et une mode qui infuse dans les mentalités des jeunes Américains. Sylvia Micone va nous parler dans un instant de ce jeune tueur, très jeune, 18 ans, et peut-être de son utilisation des réseaux sociaux pour faire le tour de ses réactions politiques après ce drame. Mentionnons quand même le tweet d'Emmanuel Macron, 19 victimes qui n'avaient pas plus de 10 ans. Nous partageons le choc et la peine du peuple américain. Voilà ce qu'a dit le président français. Alors, ce tueur, Sylvia Micone, Salvador Ramos, il avait 18 ans, je l'ai dit. Il aurait d'abord visé sa grand-mère avant de s'enfuir en voiture. Il a ensuite pénétré dans cette école élémentaire. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Oui, effectivement, il a 18 ans, il est de nationalité américaine, il était armé d'au moins un fusil, il avait également un gilet pare-balles. On sait donc effectivement qu'il a tiré sur sa grand-mère avant de se diriger vers l'école Robb, une école primaire qui accueille plus de 500 élèves à Uvalde. C'est de là qu'il venait d'ailleurs. Il fréquentait lui-même le lycée d'Uvalde. Selon un camarade interrogé par CNN, eh bien, c'était un jeune qui était moqué par les autres pour les vêtements qu'il portait, pour la situation modeste de sa famille également. Toujours selon ce camarade, il ne voulait plus aller à l'école. Il avait lentement abandonné le lycée. Sur son compte Instagram, il aurait posté 3 jours avant la fusillade des photos d'armes. C'est ce que confirment plusieurs jeunes. Un compte qui a été supprimé depuis, comme c'est toujours le cas après une fusillade aux États-Unis. Et sur TikTok, un seul post, mais en dessous de sa photo de profil, il aurait écrit ceci: ayez peur, les enfants, dans la vraie vie. Et il se serait procuré ces armes il y a seulement quelques jours. Oui, c'est ce qu'affirme en tout cas la presse locale, les journaux locaux. CNN publie aussi les captures de son compte Instagram où il affiche ses armes, mais impossible de savoir si c'est son vrai compte ou pas. Un autre journal local, le Houston Chronicle, en citant des autorités, indique qu'il a acheté plusieurs fusils de type AR-15, fusils semi-automatiques et des munitions après son anniversaire. Le 16 mai, il a eu 18 ans et il est possible d'acheter certains types d'armes, dont ces longs fusils au Texas. Selon le sénateur démocrate du Texas, d'ailleurs, c'est même l'une des premières choses qu'il a faites dès qu'il a eu l'âge légal. Pas d'indication sur les motifs de ce massacre, mais selon la police, il aurait agi seul là. Merci Sylvia. Jean-Éric Brana, le Texas permet en effet de porter des armes sans permis en public. C'est ce qui explique qu'à 18 ans, on peut avoir des armes de la sorte et tuer impunément. C'est ça, et à partir de 18 ans. Les États décident de leur législation. Ils peuvent mettre des restrictions ou pas. Dans chaque constitution d'État, puisque chaque État a sa propre constitution, il y a une évolution par rapport au second amendement qui est reproduit avec la première partie ou la seconde partie qui est tronquée ou changée. Le Texas a un vrai débat sur les armes depuis maintenant une quinzaine d'années, et c'est vrai que c'est dans le but de libéraliser de plus en plus. J'ai dit, sous Perry, on avait le droit de le porter dans une voiture. Et puis, il y a eu cette loi assez incroyable où, à l'université, on avait le droit de venir armé, étudiant comme professeur. Les professeurs s'armant en se disant que les étudiants sont armés et vice-versa. Et vous imaginez enfin l'insécurité dans laquelle tout le monde vit. Mais c'est vrai...
je le dis tout à fait sérieusement à mes étudiants, si vous allez aux États-Unis, faites attention quand vous êtes sur la route à ne pas provoquer parce qu'il y a des gens armés et que, on le sait, la folie de la route, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté aux États-Unis, mais c'est pas simplement des coups de poing ou des yeux un peu noirs, ça peut se terminer par des drames parce que justement, il y a entre 300 millions et 400 millions d'armes, personne ne sait réellement le chiffre d'armes en circulation dans ce pays, ce qui est juste incroyable. Là, vous avez raison, c'est que si on poursuit et si on reprend ces informations de Sylvia Micone sur ce tueur, il y a toujours ce problème psychologique. Un jeune homme, mal dans sa peau, moqué, souvent viré, déscolarisé, en rupture de banc. Et du coup, la solution pour ces enfants, c'est pas le premier dans ce genre de massacre et de tuerie. Je prends une arme et je descends ceux qui m'entourent, ceux que je connais. Mais c'est bien. Oui, pardon, allez-y, Catherine. Non, mais c'est justement ce que je disais au début. C'est un problème que la société américaine doit affronter, c'est-à-dire comment psychologiquement, effectivement, ces jeunes qui sont effectivement souvent isolés, qui ont des problèmes d'expression, de communication avec les autres, en arrivent à commettre l'insoutenable, ce qui en principe devrait être la dernière chose qu'on veuille faire quand on est un être humain, c'est-à-dire attaquer des enfants sans défense. Et c'est intéressant dans ce sens, c'est que souvent, ils ont le même profil exactement. Les jeunes, ils publient des photos, ils vont acheter des armes, souvent ils s'en prennent d'abord à leur famille, puis après aux enfants. Mais pour vous dire à quel point, effectivement, cette idée des armes est inscrite dans l'ADN américain, il y a même des gens qui considèrent qu'on ne doit pas demander, par exemple, les antécédents psychiatriques ou les antécédents judiciaires des personnes qui veulent acheter des armes, y compris les fameuses AR-15 qui sont très souvent utilisées dans les fusillades. Et la seule chose qui avait empêché le drame de Parkland, donc là le jour de la Saint-Valentin en Floride, c'est qu'exactement au même moment, une loi devait être votée pour autoriser les silencieux sur les armes, sur n'importe quelles armes. Or, dans les écoles, le moyen où, évidemment, on se rend compte qu'il y a une fusillade, c'est parce qu'on entend les tirs. Et là, on savait qu'effectivement, si on pouvait équiper les armes d'un silencieux, ça voulait dire qu'il y aurait beaucoup plus de victimes, parce que le temps de réaliser de ce qui se passait, évidemment, c'était plus long et ça laissait aux tueurs plus de temps pour agir. Et à la suite de Parkland, effectivement, cette décision a été retoquée. Laurence. Non, il y a deux choses. Il y a d'abord sur les armes. Il y a un débat sur l'utilisation de tel type d'armes. Et il y a une législation sur notamment l'utilisation des armes semi-automatiques. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un tueur, que vous prenez une certaine forme d'armes, il y a des armes aux États-Unis qu'on peut trouver très facilement qui permettent d'aller dans une école, de ne pas recharger. C'est semi-automatique. C'est hélas, la réalité dépasse évidemment la fiction, l'horreur de la réalité. Et donc, il y a beaucoup de gens qui voulaient faire une législation sur cette vente d'armes semi-automatiques. Moi, je voudrais revenir quand même sur le profil de l'adolescent meurtrier qui a tué. Ça s'appelle copycat. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous blancs. Ils ont tous moins de 20 ans. Ils utilisent tous les réseaux sociaux. Et là aussi, il y a un travail qui doit être fait par la société américaine sur cette jeunesse désespérée qui s'arme et qui va tuer des enfants. Merci beaucoup, Laurence Saïm. Vous allez nous quitter parce que vous allez prendre l'avion, vous partez pour les États-Unis et on va vous retrouver demain, on espère, ou en tout cas après-demain pour un congrès très important. On en reparlera dans quelques minutes. Le congrès de la NRA, cette association, c'est une association qui lutte pour que chaque Américain puisse détenir, porter une arme et on en voit malheureusement les conséquences. Et on reparlera. Bon voyage. Merci.